C'est le gratte-ciel le plus étroit du monde. Une prouesse architecturale de 84 étages. À New York, la Steinway Tower fait lever toutes les têtes. Incroyable. La tour se trouve sur l'allée des milliardaires, une zone de Manhattan au sud de Central Park, connue pour ses nouveaux gratte-ciels résidentiels ultra hauts et ultra luxueux. Loin d'avoir brisé les ambitions des constructeurs, les attaques du 11 septembre 2001 semblent avoir poussé les architectes et les ingénieurs à viser plus haut. On ne peut pas vivre dans la peur. Il n'y a rien qui puisse freiner l'innovation et le progrès. New York a connu une véritable course vers le ciel au cours de la dernière décennie. On a assisté à la prolifération des super talls, des gratte-ciels qui dépassent les 300 mètres de hauteur. L'équipe de découverte a visité la Steinway Tower en compagnie d'ingénieurs et architectes qui ont rendu sa construction possible, dont le Canadien Derek Kelly. La tour du MoMA, le 1 Vanderbilt, le 270 Park. On a travaillé sur tous ces gratte-ciels. On vous propose une incursion dans cet univers où l'audace perce les nuages. Avant de visiter la tour, on a rendez-vous dans un tout autre quartier de la ville, Tribeca. C'est ici, dans un édifice iconique d'une autre époque, que se trouvent les bureaux de Shop Architects. L'architecte Scott Teti est l'un de ceux qui ont imaginé la Steinway Tower. Notre boîte ne crée pas des cubes de verre froid et impersonnels. On travaille avec des matériaux qui donnent un aspect chaleureux au bâtiment. Lorsqu'un promoteur immobilier approche Shop Architects en 2013 pour construire une tour résidentielle au 111 57e rue Ouest, les architectes se grattent la tête. L'avant du terrain est déjà occupé par un édifice patrimonial, le Steinway Hall, ancien siège social du célèbre fabricant de pianos. Pour s'élever sur la minuscule parcelle de terrain libre derrière Steinway Hall, l'équipe de Scott Teti va concevoir une tour de 435 mètres de hauteur, mais dont l'emprise au sol ne fait que 18 mètres de largeur. Un ratio de 24:1. Du jamais vu. La silhouette n'est pas rectiligne. Les étages supérieurs sont plus étroits que les précédents. Ils esquissent le profil d'un escalier céleste. C'est en hommage à l'Empire State Building et au Chrysler Building. Ils ont une silhouette en escalier près du sommet. Pour le revêtement, les architectes ont mêlé des éléments de terre cuite et de bronze. Là aussi, un écho au bâtiment art déco du passé. Selon l'emplacement du soleil, vous remarquerez un effet d'ombre sur la terre cuite. Mais encore faut-il que tout ça tienne debout. Nous allons rencontrer Sylvian Marcus, une sommité en ingénierie à New York. Son équipe a signé les plans de structure des plus hauts gratte-ciels de la ville. Plus la tour est mince, plus c'est difficile de garantir sa robustesse. La première étape pour construire une tour aussi effilée, c'est de l'ancrer solidement au sol. 192 ancrages pénètrent dans le roc jusqu'à 25 mètres de profondeur. Ces ancrages fixés dans le roc, ce sont comme les racines d'un arbre. En cas de vent violent, elles empêchent l'édifice de se renverser. Hors du sol, l'ossature de l'édifice s'élève en suivant la forme de la lettre H. La façade est et la façade ouest, ainsi que le noyau central où se trouvent les ascenseurs, assurent la rigidité de la tour. Ce sont des murs de 2 mètres d'épaisseur conçus pour résister au vent. Les murs nord et sud, eux, comptent très peu d'éléments structuraux.
ils sont presque entièrement vitrés, avec des vues sur Central Park au nord et sur Midtown au sud. Les ingénieurs ont dû augmenter l'épaisseur des planchers pour rendre le bâtiment plus massif. J'avais un ami à l'université. Il était grand et mince. On le taquinait. On lui disait qu'il fallait mettre des roches dans ses poches pour éviter qu'il s'envole. C'est un peu la même chose pour la tour. Le vent, c'est l'ennemi numéro 1 des architectes et des ingénieurs qui conçoivent des gratte-ciels super talls. C'est ici qu'entre en scène l'ingénieur canadien Derek Kelly, spécialiste du vent chez RWDI. Son équipe a travaillé à la conception des plus hautes tours du monde, que ce soit Burj Khalifa à Dubaï ou le One World Trade Center à New York. That one is Abu Dhabi. Nous avons visité sa soufflerie à Guelph, en Ontario. La Steinway Tower et tous les bâtiments qui l'entourent ont été reproduits à échelle réduite. Des ventilateurs propulsent de l'air pour reproduire un épisode de vent violent. Le vent vient du nord en ce moment. Il souffle au-dessus de Central Park. Des capteurs mesurent les pressions exercées sur la tour et l'amplitude de ses déplacements. Les clients qui achètent des unités dans ces gratte-ciels paient énormément d'argent. Ils ne veulent pas sentir de mouvement. Derek Kelly a dû tester plusieurs versions de la Steinway Tower dans sa soufflerie pour assurer le confort des résidents. La première version n'avait pas une très bonne performance sur le plan aérodynamique. Alors on a travaillé avec l'architecte et le promoteur pour remodeler le bâtiment. Pour réduire l'emprise du vent sur le gratte-ciel, Derek Kelly a proposé de laisser 3 étages complètement ouverts. C'est un peu comme si on faisait des trous dans la voile d'un navire. Vous voyez, le vent passe au travers. Pour le sommet, les ingénieurs et les architectes ont conçu ce qu'ils appellent une couronne. Elle brise la formation des vortex et les rend moins puissants. De retour à New York, nous avons rendez-vous pour visiter la Steinway Tower. On a de la difficulté à entrer. S'il vous plaît, appelle Matt. Cela s'avère plus compliqué que prévu. Les ultra-riches qui paient des dizaines de millions de dollars pour habiter la tour n'ont pas envie de croiser une équipe de télévision dans l'ascenseur. Mais Sylvian Marcus n'a pas l'habitude de se faire dire non. Nous prenons le chemin de la 57e rue. S'ils ne nous laissent pas rentrer, on appelle la police. On profite de l'attente pour admirer Steinway Hall, l'ancien siège social du fabricant de pianos, maintenant intégré au gratte-ciel. Ça y est, on peut monter. Sans plus attendre, allons-y. L'ascenseur file jusqu'au 82e étage. Il s'ouvre directement sur l'appartement. Quand on sort de l'ascenseur, la première chose qui frappe, c'est la vue imprenable sur Central Park. Je ne m'en lasse jamais. Je suis sûr que les résidents ne s'en lasseront pas non plus. Dans la tour, les résidences occupent un étage entier. Certains en occupent 2. Du côté sud, on aperçoit l'Empire State Building et quelques-uns des gratte-ciels qu'il dépasse aujourd'hui. Voir certains des bâtiments sur lesquels j'ai travaillé, c'est incroyable. On ne pense pas toujours à ça quand on est sur le projet et qu'on a des échéances. Cette journée du mois de novembre est extrêmement venteuse. Les vents dépassent les 45 km/h, mais je ne sens rien. Au dernier étage, Scott Tetty nous dévoile l'un des secrets de la stabilité de la tour.
On est près du sommet de la tour et ce que vous voyez derrière moi, c'est l'amortisseur de masse. Le rôle de cette immense structure d'acier, c'est de contrebalancer les mouvements du bâtiment. Elle fonctionne comme une pendule géante. Elle oscille à la fréquence opposée des mouvements du bâtiment causés par le vent. La structure a été entièrement conçue et fabriquée en Ontario. La firme d'ingénierie Motioneering et son partenaire, le fabricant A&H, ont fabriqué des amortisseurs de masse pour des gratte-ciels dans le monde entier. Celui de la Steinway Tower leur a causé quelques maux de tête. Le bâtiment s'effile beaucoup vers le sommet, ce qui fait que la surface des étages est très petite. Notre amortisseur pèse 800 tonnes et il doit osciller de plus d'1,5 mètre dans chaque direction. On n'avait pas beaucoup de marge. Visiblement, Motioneering s'est montré à la hauteur. Je ne l'ai jamais vu bouger autant qu'aujourd'hui. Ironiquement, même s'il y a beaucoup de mouvements ici, on ne sent rien en bas. Donc l'amortisseur fait son travail. Les gratte-ciels Super Talls redessinent non seulement l'horizon des grandes villes, ils repoussent les limites de l'architecture et de l'ingénierie. Leur course vers le ciel est loin d'être terminée. Il y a un dicton amusant qui dit que New York sera formidable une fois qu'ils auront terminé de la construire. On n'a pas encore fini, et les Super Talls sont les petits derniers de la famille. Retour sur le plateau avec Jérôme Chenal, architecte urbaniste, spécialiste des villes africaines à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'EPFL. Merci d'être avec nous. Et en duplex pour nous, depuis Montréal, eh bien Dominique Forget, journaliste pour le magazine Découverte sur Radio-Canada. Dominique, c'est vous qui avez co-réalisé ce reportage. Comment vous êtes monté, vous, dans cette tour? Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez... qu'avez-vous ressenti? Je sais pas, vous avez eu un peu le vertige, ça bougeait un peu là-haut? Comment ça s'est passé? Ben écoutez, moi, j'ai pas le vertige en général. J'aime plutôt les hauteurs. Et puis, en plus, je suis ingénieure de formation, donc j'ai bien confiance aux ingénieurs qui construisent ces tours-là très hautes. En fait, la journée où on a visité, c'était au mois de novembre. Il y avait des bourrasques de vent jusqu'à 65 km/h. On est monté au 82e étage. Mais on ne sentait rien, ça bougeait pas du tout. Quand on est monté plus haut et qu'on a vu l'amortisseur de masse, alors là, lui, oui, il bougeait. Et c'est lui, en fait, qui absorbe toute l'énergie du vent puis qui pousse d'une certaine façon sur le bâtiment pour l'empêcher de bouger. Ça a l'air simple, l'amortisseur de masse, là, c'est une masse de centaines de tonnes qu'on suspend au bout de câble, mais on l'accorde comme un piano, on ajuste la longueur des câbles pour que c'est exactement à la même fréquence que le bâtiment, mais dans la direction opposée. Donc, non, j'ai pas eu le vertige. Ce qui peut donner le vertige, par contre, c'est le prix auquel se vendent ces appartements-là. Celui qu'on a visité est affiché à 110 millions de dollars. Il n'est pas vendu encore, si ça vous intéresse. Non, je crois que je pourrais pas. Je crois que j'en ai pas envie non plus. Jérôme Chenal, comment on peut expliquer aujourd'hui que l'on cherche à construire des tours toujours plus hautes, plus innovantes? J'imagine qu'il y a un petit jeu entre riches, entre pays riches, entre villes aussi, de positionnement sans doute, d'être sûr de pouvoir briller sur la scène internationale. Donc ça a commencé il y a très longtemps avec la tour de Babel, qui était quand même le symbole de l'orgueil des gens. Et puis, régulièrement, comme ça, on revient. Il y a eu des grandes périodes. Et là, on est de nouveau dans une où on voit au Moyen-Orient ou en Afrique même maintenant, les tours qui commencent. Alors, il faut dire, Dominique Forget nous parlait de l'amortisseur. Au niveau technologique, il y a aussi aujourd'hui des moyens techniques qui permettent de construire plus haut et des tours toujours, mais là, surtout plus étroites en ce qui concerne la tour Steinway. Alors, cette tour-là, le processus n'est pas révolutionnaire, c'est des choses qu'on connaît, sauf qu'on les a poussées à l'extrême, ce qui fait qu'effectivement, on a un élancement. Elle est élancée, c'est-à-dire le rapport entre la surface de la tour et sa hauteur extrêmement grand. Et ça veut dire qu'il y a une prouesse technique ou technologique, mais
en soi un balancier qui contrebalance justement les énergies. Ça n'a rien de révolutionnaire, en tout cas sur cette tour-là. Alors Dominique Forget, l'histoire des gratte-ciel, elle est vraiment intimement liée aux États-Unis, car le premier de ces tours de très grande hauteur était à Chicago, c'était au 19e siècle, et puis c'est à New York qu'on a construit de nombreux gratte-ciel. On peut dire qu'il y a une concurrence entre ces villes américaines, à celui qui aura la tour la plus grande, la plus haute en tout cas. Oui, tout à fait. En fait, le premier gratte-ciel, c'était 1885 à Chicago. Ça faisait seulement 10 étages, mais l'édifice avait une ossature en acier qui a vraiment révolutionné la façon de construire. Et tout de suite, ça a lancé une espèce de compétition architecturale. New York a voulu répliquer tout de suite pour marquer sa suprématie économique et culturelle. Et pendant des décennies, le record de la tour la plus haute a oscillé entre New York et Chicago. New York a marqué des coups très forts là, avec le Chrysler Building en 1930, une année plus tard, l'Empire State Building. Donc, finalement, c'est toujours New York qui a eu le dessus. Et puis, bon, comme le disait Jérôme, aujourd'hui, la compétition pour le titre de la tour la plus haute s'est déplacée vers le Moyen-Orient avec Burj Khalifa ou vers l'Asie avec des tours comme la Shanghai Tower. Mais il y a encore une rivalité entre New York et Chicago pour pas nécessairement toujours la tour la plus haute, mais certainement la plus prestigieuse. Et aujourd'hui, il y a d'autres villes nord-américaines aussi qui veulent se lancer dans la course. Celle qui rivalise le plus sérieusement avec Chicago et New York, c'est certainement Toronto au Canada. Là-bas, et on construit des tours à une vitesse absolument affolante. Il y a 2 projets en ce moment là, de tours résidentielles de plus de 300 mètres qui sont en construction. Il y a des projets aussi à Miami, il y en a à Austin, au Texas, il y en a à Los Angeles. Donc, oui, c'est un symbole de prestige, quelque part. Jérôme Chenal, on trouve peu de ces tours de grande hauteur en Europe. Pourquoi ? Il y a une tradition peut-être différente, effectivement, comme ça a été dit, ça a été inventé aux États-Unis. C'est aussi avec le matériau disponible, l'acier. Enfin, c'était en fonte au début et ensuite en acier. Donc, c'est aussi, on pourrait refaire l'histoire des matériaux de construction. On peut aussi faire l'histoire des inventions technologiques et notamment l'ascenseur, puisque le gratte-ciel se développe bien sûr en même temps que l'ascenseur. L'un ne va pas sans l'autre. Et je pense qu'on est dans une autre tradition en Europe où les skylines, ça nous dit pas grand-chose et on a du mal à imaginer tout à coup une tour, bien qu'on commence à Paris, à la Grande Pyramide maintenant qui va se monter. Il y a eu la tour Montparnasse qui a fait scandale à l'époque. Il y a eu la tour Eiffel quand même de 300 mètres. Donc il y a beaucoup d'exceptions, mais c'est vrai qu'on n'a pas ces skylines comme on a aux États-Unis. Je pense. Et aussi quand les villes sont classées, c'est pas facile non plus. Alors c'est pas facile, c'est des débats qu'on a aussi en Suisse de savoir est-ce que ça défigure ou pas. Alors certains disent que c'est une plus-value d'avoir quelques tours comme ça, d'autres veulent absolument pas les voir, d'autres... Bon, donc c'est un débat sans fin, mais c'est vrai qu'on a, quand on voit nos vieilles villes moyenâgeuses en Europe, on a du mal à imaginer une tour là au milieu. Dominique Forget, on construit de plus en plus haut. Est-ce qu'il y a un moment où on va s'arrêter ? Est-ce qu'il y a un point de non-retour ? Jérôme le dit, techniquement, les ingénieurs disent qu'il n'y a pas vraiment de contrainte du point de vue de la structure. On peut aller plus haut. Les ingénieurs disent finalement que ce dont on a besoin, c'est 2 choses. 1, un énorme budget, beaucoup d'argent, et 2, un énorme ego. Donc, on a besoin de ces 2 choses-là. En ce moment, la tour la plus haute, c'est Burj Khalifa à Dubaï, et la tour de Jeddah qui est en construction en Arabie Saoudite, qui doit faire 1 kilomètre de haut. Et comme Jérôme le disait, encore une fois, il y a eu des innovations sur le plan des ascenseurs, du béton, etc. Donc, où on va s'arrêter? On ne sait pas, mais à un moment donné, faut se demander qui va vouloir vivre ou habiter à 1 kilomètre de distance du sol. À un moment donné, le mal de l'altitude va sûrement entrer en ligne de compte, puis le temps d'attente des ascenseurs aussi. Je crois aussi que ce qui a mis un coup d'arrêt à un moment à la construction de ces hautes tours, il y a eu le 11 septembre 2001. Bien sûr.
Oui, ça a quand même symboliquement freiné, puisqu'on est, comme on le dit, hein, il y a des aspects techniques, mais c'est surtout symbolique, où on veut être les plus forts, les plus hauts, ou alors les plus, comme dans cette tour, les plus élancés. Ouais. Et je pense que le 11 septembre a donné un coup d'arrêt, en tout cas aux États-Unis, et on a vu que c'est revenu gentiment, et maintenant, je pense qu'il y a suffisamment de temps, et on est reparti pour une course effrénée à l'invention technologique. Dominique Forget, à qui sont destinées ces tours? En gros, qui peut vivre dans ces tours? Vous nous avez donné tout à l'heure le prix d'un appartement, c'est vertigineux. Absolument. On dit un peu que c'est les châteaux des temps modernes. Les gens vivent dans les nuages et regardent de haut les gens qui sont en bas sur la rue. La première tour résidentielle très haute qui a été construite à New York, c'était le 432 Park. Et quand on a mis en vente les unités, c'était en 2012, on vendait un KGB au sous-sol 200 000 $, ce qui était le prix moyen d'une maison dans l'État de l'Iowa. Donc, qui achète ça à New York? Beaucoup d'investisseurs étrangers, des compagnies à numéros quand on regarde dans les registres fonciers. Donc, il y a beaucoup de spéculation immobilière. Derek Kelly, l'ingénieur canadien qu'on voit dans mon reportage, là, qui fait les essais en soufflerie, bon, il m'a pas nommé ses clients, hein, mais il m'a parlé d'un client, par exemple, qui a acheté 3 étages et qui a fait mettre des vitres par balle tout autour. Donc, ça donne un peu une idée du genre de clients qu'on attire avec ces immeubles-là. Aussi de clients qui vont, par exemple, acheter les droits aériens des immeubles autour pour être certain que rien va venir bloquer leur vue sur Central Park. Alors, on n'achète pas le bonheur pour autant. Hein. Au 432 Park, les résidents, en ce moment, poursuivent les promoteurs pour 185 millions de $. Il y a eu des dégâts d'eau, il y a eu des fissures dans la structure. Les gens se plaignent des ascenseurs. Bon, c'est pas la clientèle la plus facile, hein, faut dire. Jérôme Chenal, on a bien compris hein, que ces tours sont destinées à des privilégiés. Est-ce que ces gratte-ciel riment avec écologie? Alors non, pas forcément justement, parce que on doit surdimensionner les infrastructures. Hein, on va surdimensionner, on aura des ascenseurs, on doit pour des raisons de sécurité évidentes dédoubler les ascenseurs. Pas que pour une question de monde, on a de la climatisation partout, parce qu'on peut pas à 250 mètres d'altitude juste ouvrir les fenêtres pour aérer un petit peu. Et finalement, c'est le geste le plus écologique, c'est de pouvoir aérer de manière non mécanique. Et là, on est sur des systèmes contraires. On va devoir surdimensionner aussi les fondations. Donc, c'est très peu écologique, mais je pense qu'il n'y a pas ce discours-là derrière les tours. Je pense que les clients s'en moquent, là. Ouais, vous rentrez tout juste de Lubumbashi, Kinshasa, en République démocratique du Congo. Vous êtes passé par Kinshasa. Vous travaillez beaucoup, vous, sur le continent africain, où l'on va devoir créer beaucoup de logements en raison d'une démographie galopante. Est-ce que l'avenir, justement, des grandes villes africaines, des capitales, s'écrit avec ces grandes tours ? Non, pas forcément, parce que c'est quand même des modèles qui sont spatialisés et datés. Donc, c'est vraiment des modèles du Nord, parce qu'au Sud, traditionnellement, et notamment en Amérique latine, c'est les pauvres qui vivaient dans les tours. Et à New York, c'est les riches qui vivent tout en haut des tours. Donc, on a déjà une appréhension un peu différente. Et puis, il y a aussi une difficulté culturelle à vivre dans les tours. Je suis pas sûr, même en Suisse, que tout le monde serait très à l'aise dans des hautes tours. On a besoin du plancher des vaches, comme on dit en Suisse. Donc, c'est pas sûr que ce soit soluble. Et puis après, malgré tout, c'est des constructions qui coûtent plus cher que des constructions basses. Donc, en termes d'économie pure... Et qui nécessite beaucoup d'entretien. Ça nécessite d'entretien, ça nécessite... Exactement. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir de coupure d'électricité parce qu'il n'y a plus d'ascenseur. Et donc, les gens seraient coincés assez souvent. Donc, c'est pas le bon modèle. Ouais. Dominique Forget, les New-Yorkais critiquent beaucoup ces gratte-ciel. Pourquoi ? Oui, certains les critiquent. Déjà parce que c'est un symbole des inégalités sociales. Ceux qui habitent en haut regardent de haut ceux qui sont dans la rue et qui n'arrivent pas à se loger ou qui doivent mettre la moitié de leur salaire pour acheter un tout petit studio. Ensuite, un projet de grandes zones d'ombre sur des
des dizaines, des centaines de mètres. Et pour les raisons écologiques aussi, comme Jérôme l'évoquait, amener du béton à des centaines de mètres de hauteur, ça consomme beaucoup d'énergie. En contrepartie, certains vont dire, sur le plan écologique, mieux vaut construire en hauteur, densifier la ville, plutôt que poursuivre l'étalement urbain où on va empiéter sur des terres agricoles, sur des zones à haute valeur écologique, et que le banlieusard avec sa piscine chauffée qui fait la navette avec son 4x4 tous les jours on voit ça à Montréal, des gens qui vont faire 60, 100 kilomètres tous les jours pour venir travailler, que eux polluent plus finalement que ceux qui habitent au cœur des villes. Il y a des calculs qui ont été faits et apparemment la hauteur idéale, si on veut optimiser son empreinte carbone, c'est des édifices autour de 6 étages, à peu près ce que vous avez à Paris finalement. Merci Dominique Forget, merci Jérôme Chenal d'avoir pris part à ce numéro d'Objectif Monde l'hebdo. Merci à vous. Merci.